Au moment où le chef de l'exécutif, qui s'appelle Adolphe Thiers, envoie les troupes pour récupérer des canons qui en fait étaient payés par souscription, donc qui appartenaient à la garde nationale parisienne, il y a une opposition de la population, et c'est le point de départ de ce que les historiens appellent la reconquête de la ville par elle-même. Les femmes ne vont pas tellement demander le droit de vote, qu'on leur accorde toujours pas, parce qu'elles estiment que le vrai pouvoir citoyen, le vrai pouvoir démocratique, maintenant, il est réellement dans l'organisation du travail. Donc la commune, à l'hôtel de ville, prend une série de mesures très importantes. Elle déclare d'ailleurs d'emblée la révolution victorieuse. Lorsque on occupe les maisons des grands dignitaires de l'Empire, on prend les biens, on les fait fondre et on donne l'argent qui en est issu à la commune. Et en ce sens-là, la commune peut être considérée comme une hétérotopie. Ce qui est très surprenant dans le cas de cet événement, c'est la faculté à faire sens dans des moments, des espaces et des lieux complètement différents. Ok, Quentin, je suis historien spécialisé en histoire de l'Europe au XIXe siècle, et particulièrement sur les questions de pouvoir, d'État, d'État-nation, d'empire, de révolution, en essayant de croiser une approche très incarnée à hauteur d'individus, et en même temps en essayant d'ouvrir le questionnaire sur les empires, aussi à l'échelle globale. Voilà. À l'intersection des deux, j'essaie de réfléchir à ce qu'on peut entendre par tous les mots qu'on entend tous les jours. Démocratie, égalité, justice, conservatisme, progrès, voilà, une volonté de relire à l'aune de ces nouvelles perspectives ces notions-là du quotidien. C'est une situation explosive, d'autant que les Parisiens ont gardé leurs fusils et environ 300 canons. L'étincelle intervient au matin du 18 mars 1871. Le chef du gouvernement, Adolphe Thiers, envoie l'armée récupérer les canons de Paris stockés sur la butte Montmartre. Femmes, enfants, vieillards affluent pour faire barrage. Un général ordonne de tirer sur la foule, mais les soldats refusent. Alors, des barricades sont levées partout dans la ville et le général est exécuté l'après-midi même. Thiers et ses ministres fuient Paris pour Versailles. Les Parisiens jubilent et organisent des élections. Alors, comment m'est venue l'idée de travailler sur cet événement ? Bon, il faut dire que la commune, c'est quand même un événement qui attire en réalité. Donc moi, j'avais d'abord travaillé sur les rapports police-société au XIXe siècle dans ma thèse. J'avais déjà croisé la commune à ce moment-là. La commune, c'est justement un moment où, en fait, moi, ce que j'observais, c'était le moment où la police devient visible dans la rue. Donc il y a une présence visible du pouvoir dans la rue qui modifie toutes les interactions sociales, les manières de s'approprier la rue, etc. Et la commune, c'est un des moments où, justement, cette tendance de moyenne durée s'inversait. Il y avait une forme de réappropriation de la ville par la population. Je l'avais juste croisé à ce moment-là. Ensuite, je voulais absolument insérer l'histoire de France dans une histoire plus comparée, croisée, etc. Donc je tournais autour de la commune, mais je n'arrivais pas encore vraiment à mettre la main dessus, parce qu'en fait, l'idée, c'était que la commune était un événement très parisien. Contrairement à 1848, on n'a pas une vague révolutionnaire, même 1830, même la Révolution française, maintenant, une dimension globale. Bon, finalement, je me suis lancé avec ces deux questions, l'histoire par le bas et puis les connexions. Et en réalité, il y en avait plein dès le 18 mars. Donc je vais revenir sur l'événement lui-même. Et dès le 18 mars, en fait, d'une part, il y a des volontaires internationaux dans la commune. D'autre part, il y a une observation médiatique très importante. Il y a l'Association internationale des travailleurs qui assure une jonction avec des sections dans toute l'Europe. Donc en réalité, la dimension transnationale, européenne, atlantique, voire au-delà, était très très importante. Il y avait même une dimension coloniale, puisque c'est une commune d'Alger qui a été très peu étudiée, qui pourtant déclare son adhésion à la commune. En fait, le sujet était extrêmement intéressant. Le problème de la commune, ou son intérêt, c'est qu'elle est énormément étudiée depuis plus de 150 ans. Donc on avance toujours un peu humble face à un tel événement. Mais comme il y avait cette ouverture-là qui se mettait en place, et que le grand historien de la commune, qui était Jacques Rougerie, m'avait dit « bon, bah, faut y aller », je me suis un peu lancé. Mais l'autre enjeu, le risque en faisant une approche un petit peu comme ça, transnationale, c'est qu'on oublie la dynamique propre de l'événement et ce qui fait sa chair. Et là, je voulais aussi voir comment cette révolution se faisait à l'échelle des quartiers. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, la commune, c'est la troisième révolution du XIXe siècle français, la quatrième si vous intégrez la Révolution française. Sa première particularité, c'est qu'elle arrive à l'issue de ce qu'on appelle un lent glissement. Il faut d'abord une guerre entre la France du Second Empire et la Prusse, une défaite, une transition démocratique avec la mise en place d'une république, un siège à Paris,
la défaite contre la Prusse qui devient l'Allemagne, des élections, une chambre conservatrice qui se met en place et des tensions. Paris, à ce moment-là, comme toutes les grandes villes, mais particulièrement Paris, c'est une ville qui est très industrielle, 50% de la population vit du travail industriel, très républicaine, il y avait un très fort mouvement révolutionnaire qui a commencé à émerger, une parole socialiste qui émergeait également, et donc il y a une tension qui se met en place assez vite entre le nouveau pouvoir et la ville. Au moment où le chef de l'exécutif, qui s'appelle Adolphe Thiers, envoie les troupes pour récupérer des canons qui en fait étaient payés par souscription, donc qui appartenaient à la garde nationale parisienne, il y a une opposition de la population, et c'est le point de départ de ce que les historiens appellent la reconquête de la ville par elle-même, parce qu'il y a plusieurs points. La population prend les armes et descend sur l'hôtel de ville, occupe l'hôtel de ville. Donc, il faut imaginer, quand je dis population, hein, c'est des Parisiens, des Parisiennes, mais il y a de multiples formes d'organisation. Il y a la garde nationale, il y a des comités centraux de la garde nationale, il y a ce qu'on appelle des comités de vigilance. Certains appartiennent à toute une série de courants, on pourrait y revenir, des blanquistes, des proudhoniens, des internationalistes, des républicains, des jacobins. Il y a tout un mouvement comme ça extrêmement fort. Pendant une semaine, il y a une hésitation. Et là, on revient sur notre sujet, c'est que tout le monde a en tête la mémoire de juin 48. Tout le monde veut éviter la guerre civile. La guerre civile, c'est quand même quelque chose que au début, on essaie de rejeter. Donc, il y a un temps d'attente. Finalement, c'est du côté de Versailles que le refus est lancé. Et très vite, on voit se mettre en place une situation d'opposition radicale entre, d'un côté, ce que les communards vont appeler des blancs, c'est-à-dire des monarchistes, ruraux, conservateurs, catholiques, traditionnalistes, et eux, qui sont donc républicains, démocrates, socialistes, etc. Et du côté, évidemment, de Versailles, on va les voir comme les pires de ce qui est possible, c'est-à-dire le renouveau des mouvements révolutionnaires, avec l'imaginaire de la terreur, c'est des barbares, des sauvages, des alcooliques, des dégénérés, tout ce que vous voulez, enfin bref, des étrangers aussi, puisque c'est un courant très nationaliste. Bon. Donc là, on est dans une vraie situation de guerre civile, on a une logique ami-ennemi qui se met en place de part et d'autre. Ce qui est intéressant pour la commune, c'est que dans les différents quartiers, donc, on a un hôtel de ville avec des personnes qui sont élues, là vous trouvez les gens les plus connus, Jules Vallès, Gustave Courbet, Raoul Rigaud, etc. Donc la commune, à l'hôtel de ville, prend une série de mesures très importantes. Elle déclare d'ailleurs d'emblée la révolution victorieuse. Elle va prendre une série de mesures très importantes, séparation de l'Église et de l'État, école gratuite, laïque et obligatoire, interdiction du travail de nuit au boulanger, fin de la conscription, etc. Donc rien que ça, déjà, ça en fait un gouvernement, on appelle ça révolutionnaire, mi-municipal, mi-étatique, il y a toute une série de débats. Mais rien que ça, déjà, ça en fait un événement extraordinaire. Mais l'argument qui était souvent dit, c'est que, comme la commune ne dure que 72 jours, elle n'a pas eu le temps de mettre en œuvre son programme. Si on descend à l'échelle des quartiers, en réalité, on voit qu'il s'est passé plein de choses. Alors, les situations sont très variables en fonction des différents arrondissements, évidemment, en fonction des moments, en fonction des groupes. Mais là, je vais insister surtout sur les dynamiques plutôt d'émancipation. Il faut imaginer que quand on cherche, on trouve à chaque fois des tensions, des rejets, etc. Mais ce qui vous intéresse plutôt, je pense ici, c'est ces mouvements d'émancipation. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Plusieurs choses. Tout d'abord, ce qu'on observe dans beaucoup de mouvements révolutionnaires, c'est une résurgence des passés révolutionnaires. C'est-à-dire qu'en fait, immédiatement, les communards se mettent dans la mémoire de 1792, de 1793, de 1830, de 48. Et alors, se mettre dans la mémoire révolutionnaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, d'un seul coup, le monde d'avant, on va l'appeler le vieux monde. D'ailleurs, il y a une affiche célèbre qui appelle le vieux monde clérical et gouvernemental. Et les communards, eux, vont se mettre dans l'histoire ininterrompue des révolutions, dont la mission est de reprendre ces possibles qui n'ont pas pu être mis en place. Donc ça change complètement la façon dont vous percevez votre rapport à l'histoire. D'un seul coup, vous devenez acteur de la grande histoire. Les sociologues parlent de protagonisme, l'impression que d'un seul coup, vous devenez acteur de l'histoire avec un grand H. Donc la dimension affective est extrêmement importante. Évidemment, l'idée n'est pas de dire qu'on va simplement refaire ce qui a dû être fait. L'idée, c'est de faire mieux. Donc la commune se distingue aussi de ses prédécesseurs ou de ses prédécesseuses en étant plus rouge, en étant plus une révolution du travail, en étant par ailleurs beaucoup plus anticléricale. Donc elle va ajouter une tonalité spécifique. Et par ailleurs, elle va aussi avoir un discours très scientifique sur la révolution à mettre en œuvre. Une des autres phrases célèbres, c'est la commune veut mettre en place une ère de politique expérimentale, positive, scientifique. Donc le rapport au temps est transformé. C'est très concret. Au lieu de s'appeler monsieur et madame dans la rue, on s'appelle citoyen et citoyenne.
À un moment, j'étais tombé sur une archive de d'une femme qui voulait devenir institutrice dans le 12e arrondissement. Et la personne qui évaluait les candidatures a barré la signature finale qui était « Veuillez agréer, monsieur, madame », en mettant il faut sortir de ces formules monarchiques et serviles. Donc vraiment, ça va jusque dans les éléments du quotidien. Ça se traduit également sur le plan symbolique. On met des drapeaux rouges de partout. On débaptise les quartiers. On n'habite plus à Saint-Denis, mais à Denis. On voit les statues glorifiant les figures monarchiques ou religieuses. Et puis, évidemment, il y a aussi une dimension politique extrêmement forte. C'est un mouvement très démocratique. Ça veut dire quoi? C'est qu'en gros, on a une dilution du pouvoir dans toute la société, avec une accentuation de la démocratisation de l'espace public, notamment au sein des gardes nationales, on élit ses propres chefs, c'est-à-dire que chaque garde nationale fonctionne comme une petite république. Toutes ne sont pas forcément révolutionnaires, mais chacune représente une part de sa propre population. De la même manière, on pratique ce qu'on appelle le mandat impératif, c'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes élu, vous n'êtes pas élu pour une durée donnée. Si vous ne respectez pas ce pour quoi vous êtes censé être élu, vous perdez ce pouvoir-là. Alors, ce n'est pas toujours pratiqué, mais en termes de signification, l'idée, c'est qu'au fond, ce qui prime, c'est l'impérium citoyen. C'est les citoyens qui ont d'abord le pouvoir. Et la délégation de pouvoir n'est pas je vous donne le pouvoir, vous en faites ce que vous voulez pendant un certain temps, et puis après, on revote et on voit comment ça se passe. Là, le lien est beaucoup plus direct. C'est pour ça qu'on parle de démocratie concrète ou de démocratie également immédiate. De la même manière, si on descend encore un petit peu à l'échelle des administrations, on va avoir des cordonniers, des serruriers, etc., qui vont devenir commissaires de police, facteurs, receveurs. Donc, ça, si on peut prendre l'analyse de Jacques Rancière qui dit que la démocratie, c'est la part des sans-parts, on a un peu ça. Ceux qui n'ont aucune compétence peuvent obtenir une forme de puissance publique. Après, en réalité, ça répond à des logiques un peu plus compliquées, mais le principe est quand même là. Et le dernier point qui est très important, c'est pour ça que j'ai gardé pour la fin, c'est que la commune, c'est surtout une révolution fondée sur l'organisation du travail. L'idée, c'est de mettre en place le principe de l'organisation du travail par les travailleurs eux-mêmes. Donc il y a beaucoup de modèles qui s'opposent pendant la commune, mais en gros, l'idée qui revient, c'est celle qui avait émergé en 1848, ce qu'on appelle la République démocratique et sociale. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est important, il faut se remettre dans l'esprit des hommes et des femmes du 19e siècle. Ça veut dire concrètement que vous ne pouvez pas changer la forme politique, avoir une république, sans changer les rapports économiques et sociaux. Les deux vont ensemble. Et le principe qui doit permettre ça, c'est le principe de l'association. Donc l'idée, c'est que les travailleurs ou les travailleuses doivent s'organiser en association. Donc prendre en main le travail eux-mêmes, ça veut dire sans spéculation, sans rapport hiérarchique avec un patron, etc. Ils produisent des biens qui respectent les normes de travail, qui respectent l'égalité entre les individus, de meilleure qualité à un prix qu'on estime juste. Et après, soit l'État encourage ces achats, ça c'est l'option plutôt de Louis Blanc, soit comme de toute façon ils sont de meilleure qualité et plus justes, l'idée de certains, c'est que ça va s'imposer, ou alors il faut mettre en place des associations de consommateurs qui vont acheter ces produits-là. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée de démocratiser les rapports de travail, et avec ça, il n'y a plus de séparation entre l'économie et le politique. Là encore, c'est pareil, on peut repartir de ce que dit Rancière sur le partage du sensible. La commune, c'est un moment où le partage entre l'économie et le politique est mis en cause assez profondément. Vous ne pouvez pas avoir une révolution politique qui ne soit pas également sociale. Alors comment ça se traduit concrètement? On a une explosion de la mise en place des corporations, des chambres syndicales, etc. Elles n'ont pas tout le temps de se mettre en place, mais les quelques éléments qui sont mis en œuvre sont déjà extrêmement importants. On met en place des mesures contre la concurrence entre les ouvriers, parfois des mesures d'élection des chefs d'atelier, de rejet des anciens règlements. Donc il y a un vrai mouvement très profond qui se met en place. Du côté des femmes, là encore, c'est souvent en révolution comme en guerre civile, il y a des barrières qui résistent. La barrière de genre résiste quand même souvent en révolution. Mais c'est aussi des moments où dans ces brèches-là, les femmes vont pouvoir, sans parler de la brèche, pour mettre en œuvre d'autres propositions politiques. C'est exactement ce qui se passe dans la commune. Donc évidemment, il y a la figure de Louise Michel qui prend les armes, qui a un programme de révolution sociale extrêmement fort. Mais une institution intéressante, c'est l'Union des femmes pour la défense de Paris et le sang aux blessés, qui en fait, concrètement,
commencent à mettre en place une organisation du travail féminin, notamment des couturières. Malgré le nom, en fait, elles mettent en œuvre ça. Et ce qui est intéressant dans le cas de la commune, c'est que les femmes ne vont pas tellement demander le droit de vote, qu'on leur accorde toujours pas, parce qu'elles estiment que le vrai pouvoir citoyen, le vrai pouvoir démocratique, maintenant, il est réellement dans l'organisation du travail. Ce que fait cette association, par ailleurs, c'est ce qu'ont montré des travaux récents, c'est qu'elles vont politiser des tâches qui étaient traditionnellement féminines et donc invisibilisées dans l'espace public. C'est ce qu'on appelle le CARE aujourd'hui. Mais si vous allez à Lyon ou à Paris, on a des communes aussi. Les femmes vont faire des drapeaux, elles vont amener de la nourriture, elles vont aider, elles vont prendre soin. Tout ça est considéré comme normal. Il n'y a pas de mise en valeur de ça. On met en valeur les hommes qui portent les armes, etc. Mais ce travail-là n'est pas visible. Ce que fait l'Union des femmes, c'est qu'elle met ça en avant, elle le politise, elle dit que ça fait partie de l'action révolutionnaire en cours, et elle le fait savoir auprès de la commune, qui au fond lui accorde un certain pouvoir dans ce sens-là. Donc il y a une rupture sur les normes antérieures qui sont très genrées du pouvoir à l'intérieur de la commune, qui se met en œuvre, qui est beaucoup plus important que ce qu'on a longtemps pensé. Donc c'est une vraie révolution où les déplacements en réalité sont extrêmement profonds. Et puis bon, si vous allez dans les administrations, on augmente les salaires les plus bas, et on abaisse les salaires les plus élevés, c'est pas tout à fait dans l'air du temps en ce moment. L'hôpital Saint-Eugénie, c'est renommé l'hôpital des enfants du peuple. Donc on a tous ces mouvements-là, alors qui sont beaucoup plus pluriels, contradictoires que ce que je dis, mais qui ensemble, vous voyez, font quand même une transformation très très importante. Et à cela s'ajoute, au fil de l'événement, donc nous en histoire on dit qu'on fait des approches processuelles. On voit ce qui se passe pendant l'événement, même si après c'est coupé. Ce qui s'est passé pendant a du sens. Et après, elle peut en avoir sous forme de mémoire, ou même si c'est oublié, c'est quand même à observer. Et donc, il y a quand même une réflexion spécifique sur le type de pouvoir à l'œuvre sous la commune qui se met en place. Alors, Jacques Rougerie le formule très bien. Il dit, en fait, l'idée, c'est d'être son propre maître, individuellement et collectivement. Dans la fameuse affiche du 19 avril, le maître mot, c'est universaliser le pouvoir et la propriété. Et puis, on a toute une réflexion sur la notion de commune. Là, c'est un cordonnier qui s'appelle Pierre Denis qui développe ça. Donc, ça ne veut pas dire que tout le monde... Vous avez bien compris qu'il y a une pluralité, en réalité, de mouvements. Mais il va développer toute une réflexion sur la commune où il dit, en fait, ce qu'il faut faire, ce n'est pas changer le pouvoir, mais changer la nature du pouvoir. La commune doit permettre la mise en place d'un exercice démocratique de l'autonomie sur les plans politiques, policiers, financiers, scolaires, etc., formant comme ceci une unité de vie politique. Et l'idée de Pierre Denis, qui est une des propositions politiques nées pendant la Commune, c'est qu'au fond, Paris se pose en modèle, comme exemple, et les autres villes ou régions doivent également se mettre en commune, suivre l'exemple parisien et se fédérer librement entre elles. Ça, c'est un des points qui est très important sur la Commune, c'est la libre association des volontés. Donc il y a vraiment l'idée, et c'est dit très clairement, hein, Paris n'impose rien. Il se pose comme exemple. Et normalement, les différentes communes sont censées se fédérer entre elles et après aboutir à une ère de justice, de liberté, etc. Mais ça, c'est ce que les communards appellent la démocratie vraie et concrète. Alors, ça prend plein d'autres formes aussi. Lorsque on occupe les maisons des grands dignitaires de l'Empire, on prend les biens, on les fait fondre et on donne l'argent qui en est issu à la commune. Donc il y a tout, c'est très matériel et c'est très concret, et en même temps c'est très politique, et il y a une réflexion sur ce que peut être l'exercice démocratique du pouvoir qui est très poussée. C'est pour ça que ça fascine les historiens, les philosophes, les anthropologues, dans un sens ou dans un autre, depuis si longtemps en fait. C'est qu'il y a une vraie énorme question qui est posée par les humains. La notion d'hétérotopie, c'est une notion qui est empruntée à Michel Foucault. Et l'idée, c'est que dans un espace donné, on peut créer des lieux qui vont faire tourner un petit peu différemment les rapports de pouvoir et les rapports entre individus. Alors, il y a différentes façons de concevoir cette hétérotopie. On peut prendre ça à un niveau très local, sur un niveau très large. Un niveau très local, un exemple qui marche bien, c'est les occupations d'églises pendant la Commune, puisque, je vous l'ai dit, il y a une séparation de l'Église et de l'État. Alors, en réalité, c'est très compliqué parce que dans certains cas, les communards laissent l'église au curé, au prêtre le matin, et puis ils l'occupent l'après-midi. Des fois, ils l'occupent complètement en arrêtant les curés. Enfin, il y a plein de formes différentes. Mais surtout, on va mettre en place des clubs dans les églises. Pourquoi ? Et c'est là la notion d'hétérotopie prendra un peu son sens. Parce qu'en fait, dans une église, normalement, le principe, c'est que la parole
vient d'en haut, et de Dieu descend par l'intermédiaire d'un intercesseur, et qu'elle se transmet à des fidèles qui doivent la recevoir. Un club, c'est l'inverse. C'est une parole égalitaire, horizontale et démocratique. Donc mettre un club dans ce lieu-là, vous voyez bien que c'est une signification politique extrêmement importante. Et ça, c'est une hétérotopie, une transformation du sens du lieu. On ne prend pas ce lieu par hasard, on ne lui donne pas cette direction par hasard. L'autre hypothèse que je formule dans l'ouvrage, c'est que la commune, dans la mesure où, encore une fois, on peut trouver toutes les situations, donc on peut tout y voir. Soit c'est petit, soit c'est gros, soit ça a annoncé ci, soit ça a annoncé ça. Mais surtout, moi, ce que je voulais montrer, c'est qu'à cet énorme tremblement et émergence de pratiques politiques, soit anciennes qui s'expriment, soit au contraire de formes nouvelles. C'est ça. Et en ce sens-là, la commune peut être considérée comme une hétérotopie. Et en quoi on le voit, alors un peu paradoxalement, c'est après donc la fin de la commune. C'est une reconquête par le pouvoir versaillais qui est absolument sanglante. Donc, d'un côté, les communards tuent à peu près 80 otages, les principaux bâtiments, enfin beaucoup de bâtiments de la ville sont brûlés, mais surtout on a un massacre absolument terrible, entre 10 et 15 000 Parisiens, hommes, femmes, enfants, sont massacrés par l'armée, tantôt après des procès expéditifs, tantôt directement derrière les barricades. Et au moment où la ville est reprise, que va faire le nouveau pouvoir ? Il va d'une part mettre en place une gigantesque opération judiciaire, c'est 40 000 personnes qui passent devant un tribunal, beaucoup de non-lieux, mais ça ne veut pas dire que le tribunal est clément, c'est-à-dire qu'en fait ils ont arrêté beaucoup de personnes qui n'avaient rien à faire en prison. Mais il y a aussi l'idée que c'est une espèce de rituel de passage, c'est-à-dire qu'on va demander aux gens de dire « bon, en fait, vous n'avez rien compris, vous étiez ivre, vous avez suivi des gens extrêmement dangereux, une junte socialiste, communiste terrible, et les gens disent oui, 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 et puis comme ça, on vous laisse partir. » Donc il y a une forme de construction de l'oubli. Et même dans l'espace public, toutes les fonctions publiques qui avaient été transformées, détournées, etc., il y a un énorme travail qui vise à retisser les fonctions publiques à leur juste place. Quelqu'un qui a été délégué des bouchers alors qu'il n'est pas le droit, il va être arrêté, on va bien rappeler qu'en fait on ne peut pas être délégué des bouchers, délégué de la boucherie dans l'espace politique nouveau, etc. Donc il y a vraiment un tel travail de nettoyage, alors physique avec la destruction des corps, juridique, symbolique, que de façon quasi négative, en fait, en creux, ça révèle cette forme d'hétérotopie qui a été la commune. Mais sinon, sur la commune, un dernier point quand même qu'il faut voir sur cette histoire d'hétérotopie, c'est que c'est aussi une hétérochronie, c'est une rupture dans l'ordre des temps. Il va quand même y avoir une mémoire vive de la commune après. En fait, l'histoire de la commune ne s'arrête pas après la semaine sanglante. Il y a un long temps de latence. Mais après, elle va rejaillir dans différents mouvements sociaux, au sein du marxisme, au sein de l'anarchisme, mais aussi dans beaucoup de mouvements mutualistes, socialistes, etc., à une échelle réellement globale. Donc il y a une autre histoire de la commune. Ce qui est très surprenant dans le cas de cet événement, c'est la faculté à faire sens dans des moments, des espaces et des lieux complètement différents. La commune fait sens en Chine, fait sens dans plusieurs pays africains, fait sens au Mexique, fait sens dans des situations urbaines, fait sens dans des situations paysannes. Ça s'était un peu effacé dans les années 2000, c'est revenu dans les mouvements sociaux à partir des années 2010. Les ZAD, les Gilets jaunes, Nuit debout, mais aussi les révoltes d'instituteurs à Oaxaca, les mouvements indignés en Espagne, les mouvements Occupy. Donc il y a une vraie question historique sur la faculté de cet événement à faire sens aussi longtemps dans des situations aussi différentes. Et c'est en ce sens-là que c'est aussi une interrogation sur ce qu'est la démocratie, y compris aujourd'hui.